J'ai reçu une prime de retraite de 5,5 millions de dollars. J'ai quitté le bureau 4 heures plus tôt pour surprendre ma femme. En entrant doucement, je l'ai entendu planifier un divorce avec mon meilleur ami. Puis, j'ai fait quelque chose qui les hantera pour le reste de leur jour. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. 5 500 000 dollars. C'était le montant sur le chèque. Je venais de recevoir ma prime de départ à la retraite après 28 ans passés dans la même entreprise. J'ai quitté le bureau 4 heures plus tôt que d'habitude, une enveloppe Kraft serrée contre ma poitrine, courant presque vers le parking. J'avais besoin de le dire à Yasmine, j'avais besoin de voir son visage quand je lui dirais que nous avions enfin réussi, que tous ces sacrifices en valaient la peine. J'ai conduit comme un fou, souriant intérieurement, imaginant comment nous allions fêter ça ce soir-là. Mais quand j'ai doucement ouvert la porte de ma maison pour essayer de la surprendre, j'ai entendu sa voix. Elle parlait au téléphone dans le salon. Je me suis arrêté. Quelque chose dans son ton m'a figé, caché derrière le mur du couloir. Et puis, je l'ai entendu dire, d'une voix que je ne lui avais jamais connue. Froide et calculatrice, plus que quelques mois, mon amour. Dès qu'il touchera l'argent de sa retraite, je demanderai le divorce et nous aurons tout. Mon cœur a cessé de battre. L'enveloppe contenant les papiers a failli glisser de mes mains. J'ai continué à écouter, paralysé. Il ne se doute de rien. 23 ans ensemble, et cet idiot me fait toujours confiance. J'ai déjà parlé avec l'avocat. La loi est de mon côté. J'obtiens la moitié de tout, y compris ces 5,5 millions qu'il s'apprête à recevoir. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais le pire restait à venir. Ensuite, elle a prononcé un nom qui m'a transpercé comme un couteau. Mathias, mon amour. Bientôt, nous serons libres. Bientôt, nous serons ensemble avec tout cet argent. Mathias, mon meilleur ami depuis 20 ans, mon partenaire d'investissement, le parrain de ma fille, l'homme qui avait mangé à ma table tous les dimanches pendant 2 décennies. J'ai fermé les yeux et pris une grande inspiration. L'enveloppe était toujours entre mes mains. 5 500 000 dollars qu'elle partageait déjà avec mon soi-disant meilleur ami. J'ai reculé silencieusement, quitté la maison sans un bruit, suis monté dans la voiture et je suis resté là pendant 10 minutes, à fixer le volant. 28 ans de travail, 23 ans de mariage, 20 ans d'amitié, tout était un mensonge. Mais à ce moment-là, avec la rage bouillonnant dans ma poitrine, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas les confronter. Je n'allais pas faire de scène. J'allais faire quelque chose de bien meilleur. J'allais jouer à leur propre jeu, mais en mieux, bien mieux. J'ai démarré la voiture et j'ai roulé sans but pendant 1 heure, essayant de digérer ce que je venais d'entendre. Chaque mot de Yasmine résonnait dans ma tête comme un marteau. Chaque mensonge auquel j'avais cru depuis je ne sais combien de temps me frappait avec une force renouvelée. J'ai pensé à toutes les fois où Mathias était venu à la maison. À toutes les fois où il m'avait serré dans ses bras en m'appelant « mon frère ». À toutes les fois où il avait regardé Yasmine et où je n'avais rien vu de mal, parce que je lui faisais confiance. Parce qu'ils étaient les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Je me suis garé devant un parc et j'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché un nom dans mes contacts. Letty, une avocate que j'avais rencontrée des années auparavant lors d'une conférence d'entreprise. Nous étions restés en contact professionnel. Elle était sérieuse, discrète et, par-dessus tout, implacable. J'ai composé son numéro. Elle a répondu à la 3e sonnerie. César, quelle surprise. Tout va bien? Letty, je dois te voir aujourd'hui. C'est urgent et j'ai besoin que cela reste entre nous. Il y a eu un silence. Elle a compris le ton de ma voix. Donne-moi 1 heure. Je t'attends dans mon bureau. J'ai raccroché et regardé l'enveloppe toujours sur le siège passager. 5 500 000 dollars. Yasmine pensait que c'était déjà à elle. Mathias pensait avoir gagné. Tous 2 pensaient que j'étais un idiot qui ne le découvrirait jamais. Ils avaient tort. Et ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils se trompaient. Je suis arrivé au bureau de Letty exactement 1 heure plus tard. Elle m'a reçu avec un café et une expression sérieuse. Je lui ai tout raconté, chaque mot que j'avais entendu, chaque détail de la trahison. Letty prenait des notes en silence. Quand j'ai fini de parler,
Elle a posé son stylo sur le bureau et m'a regardé droit dans les yeux. Depuis combien de temps planifie-t-il cela? Je ne sais pas, mais elle a mentionné qu'elle avait déjà parlé à un avocat, que la loi était de son côté. Letty a hoché la tête lentement, pensive. César, légalement, elle a raison sur un point. Si elle demande le divorce après que tu aies reçu cet argent, il sera considéré comme un bien commun. Elle obtiendrait 50%, soit 2 750 000 $. J'ai senti la rage monter à nouveau dans ma gorge. Mais Letty a levé la main. J'ai dit qu'elle avait raison sur un point, mais il existe des moyens de protéger cet argent. Des moyens tout à fait légaux. Nous devons juste être plus intelligents qu'elle, et il nous faut du temps. Combien de temps? Quand reçois-tu l'argent? Dans 72 heures. Letty s'est adossé à sa chaise, calculant. Donc, nous avons 72 heures pour élaborer une stratégie. Mais, César, j'ai besoin que tu me dises quelque chose en toute honnêteté. Es-tu prêt à faire ça en silence, sans la confronter, sans qu'elle sache que tu sais? Je l'ai regardée et j'ai hoché la tête. Totalement. Car si elle se doute de quoi que ce soit, elle changera ses plans et nous perdrons notre avantage. Nous avons passé les 3 heures suivantes à passer en revue chaque détail de ma situation financière, mes comptes, mes investissements, les propriétés à mon nom, celles à nos deux noms, et les affaires que j'avais avec Mathias. Letty posait des questions précises, prenait des notes détaillées et s'arrêtait de temps à autre pour réfléchir en silence. Finalement, elle a levé les yeux. Il nous faut quelqu'un d'autre, un comptable de confiance, quelqu'un qui peut déplacer l'argent de manière stratégique sans éveiller les soupçons. J'ai immédiatement pensé à Salvador, un ancien camarade d'université devenu consultant financier, un homme discret, méthodique et brillant avec les chiffres. Je connais la personne idéale. Appelle-le maintenant. J'ai composé le numéro de Salvador. Il a répondu de son ton calme habituel. César, mon frère, comment vas-tu? Salvador, j'ai besoin de ton aide. C'est confidentiel et c'est urgent. Il n'a posé aucune question, il a juste dit, donne-moi l'adresse. J'arrive. 40 minutes plus tard, nous étions tous les trois assis dans le bureau de Letty. J'ai expliqué la situation à Salvador. J'ai vu son expression passer de la surprise à l'indignation, et enfin à la détermination. Ces fils de, a-t-il murmuré. Puis il m'a regardé. Compte sur moi. Nous allons protéger chaque centime. Letty a étalé un plan sur le bureau. Elle y avait travaillé pendant que nous attendions Salvador. Écoutez attentivement. Voici ce que nous allons faire. Le plan que Letty avait conçu était simple en théorie, mais il exigeait une précision absolue dans son exécution. Chaque mouvement devait être calculé, chaque étape franchie au moment exact. Une seule erreur et Yasmine se rendrait compte que je savais. Et si cela arrivait, elle changerait de stratégie et je perdrais tout avantage. La première chose, c'est le temps, a expliqué Letty en pointant un calendrier. César, tu as dit que l'argent arrive dans 72 heures. C'est notre ennemi et notre allié. Yasmine attend que cet argent arrive sur ton compte pour demander le divorce. Nous avons besoin qu'elle continue de croire que tout se déroule selon son plan. Salvador s'est penché en avant, étudiant les documents. Quand signe-t-elle normalement les documents bancaires avec toi? Jamais, ai-je répondu. Je m'occupe toujours des finances. Elle a accès aux comptes communs, mais elle ne s'est jamais impliquée dans les gros investissements ou les grandes décisions. Elle m'a toujours fait confiance pour ça. Parfait, a dit Salvador avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Alors elle ne saura pas quels mouvements sont normaux et lesquels ne le sont pas. Ça nous donne une marge de manœuvre. Letty a continué ses explications. Quand cet argent arrivera sur ton compte, nous devrons le déplacer immédiatement, mais pas tout en même temps. Ce serait suspect si elle vérifiait les relevés bancaires. Nous allons le faire en plusieurs fois via différents véhicules juridiques, des fiducies, des comptes d'investissement protégés, des fonds qui, légalement, ne peuvent pas être touchés lors d'un divorce. Et c'est légal, ai-je demandé. Je ne voulais pas gagner cette bataille pour en perdre une autre au tribunal. Totalement légal, m'a assuré Letty. Nous protégeons des actifs de manière stratégique avant même qu'une procédure de divorce n'existe. Il n'y a aucune ordonnance du tribunal l'interdisant. Il n'y a pas encore de poursuite. Techniquement, tu fais de la planification financière intelligente.
Ce que toute personne disposant d'un tel montant devrait faire. Salvador a ajouté, nous allons créer une structure à plusieurs niveaux. Le premier niveau est constitué d'investissements à long terme à ton nom. Le deuxième niveau, ce sont des fiducies irrévocables avec des bénéficiaires spécifiques. Le troisième, ce sont des véhicules d'investissement d'entreprise, tous parfaitement documentés et légaux. Quand elle demandera le divorce, cet argent ne sera plus sur un simple compte qui peut être divisé en deux. Je suis resté silencieux, assimilant tout cela. C'était brillant. C'était froid. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais il nous faut autre chose, a dit Lottie, et son ton est devenu plus sérieux. Il nous faut des preuves de la liaison. Des enregistrements, des messages, des photographies. Tout ce qui prouve qu'elle a planifié cela avant de demander le divorce. Cela change tout sur le plan légal. Si nous pouvons prouver que la liaison a existé et qu'elle a comploté pour te prendre ton argent, elle perdra tout droit d'en réclamer la moitié. Comment obtient-on ces preuves sans qu'elle s'en doute? Salvador et Lottie se sont regardés. Puis Salvador a pris la parole. As-tu accès à son téléphone? Connais-tu ses mots de passe? J'ai hoché la tête lentement. Oui, nous avons partagé nos mots de passe il y a des années. Elle a le mien. J'ai le sien. Nous ne les avons jamais changés parce que, eh bien, nous nous faisions confiance. L'ironie de ces mots m'a frappé dès que je les ai prononcés. Confiance. Quel mot fragile. Bien, a dit Lottie. Ce soir, quand tu rentreras chez toi, agis de façon tout à fait normale. Salue-la comme d'habitude. Ne parle pas encore de la prime de retraite. Invente une excuse pour expliquer ton départ anticipé. Dis que tu as eu une réunion ennuyeuse ou autre chose. L'important, c'est qu'elle ne remarque aucun changement chez toi. Et ensuite? Ensuite tu attends qu'elle s'endorme et tu vérifies les messages de son téléphone avec Mathias. Les emails? N'importe quelle application de messagerie. Prends des captures d'écran de tout. Envoie-les à une nouvelle adresse email que nous allons créer tout de suite. Une qu'elle ne connaît pas. Ne supprime rien. Ne laisse aucune trace de ton passage. L'idée m'a retourné l'estomac. Pas par scrupules moraux. Ils avaient perdu ce droit. Mais parce que cela impliquait de confirmer chaque détail de leur trahison de mes propres yeux. Voir ces mots d'amour pour un autre homme, lire comment il prévoyait de me détruire. Je peux le faire, ai-je dit. Finalement, Salvador a sorti son ordinateur portable. Nous allons créer cet email maintenant, et nous allons aussi préparer tous les documents que tu dois signer dès que l'argent arrivera. Nous devons être prêts à agir vite. Nous avons passé 1 heure de plus à tout mettre en place. Le nouvel email, le compte que Salvador allait ouvrir le lendemain, les documents que Lottie allait préparer. Chaque pièce du plan devait s'emboîter parfaitement. Quand j'ai enfin quitté ce bureau, il était presque 20 heures. J'avais envoyé un message à Yasmine quelques heures plus tôt pour lui dire que j'étais parti tôt, mais que j'avais eu un imprévu avec un client et que je devrais travailler tard. Elle avait répondu par un simple « OK » et un emoji cœur. Un emoji cœur de la part de la femme qui prévoyait de me voler et de me détruire. J'ai conduit jusqu'à la maison, les mains crispées sur le volant. L'enveloppe contenant mes papiers de retraite était toujours dans la voiture. 5 500 000 $ qu'elle pensait être déjà en partie à elle. Mais maintenant, j'avais un plan, et elle n'en avait aucune idée. J'ai garé la voiture et je suis resté assis un moment, me préparant mentalement. Je devais entrer là-dedans et faire comme si de rien n'était. Je devais l'embrasser, lui poser des questions sur sa journée, sourire comme je le faisais depuis 23 ans. J'ai pris une profonde inspiration. Je pouvais le faire. Je devais le faire. Je suis entré dans la maison. Yasmine était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle avait l'air détendue, calme. Elle a souri en me voyant. Tu es en retard. Tout va bien avec ce client? Oui, tout est parfait, ai-je menti avec facilité. Juste les trucs ennuyeux habituels. Et toi, comment s'est passée ta journée? Calme. Rien de spécial. Rien de spécial. À part planifier ma destruction avec mon meilleur ami. Nous avons dîné ensemble comme nous l'avions fait des milliers de fois. Elle m'a parlé d'une amie qui avait appelé, d'une série qu'elle voulait regarder, de ses projets pour le week-end. Sa performance était parfaite.
Si je n'avais pas entendu cette conversation téléphonique, je n'aurais jamais rien soupçonné. C'était ça la partie la plus terrifiante, qu'elle puisse me mentir avec un tel naturel, avec une telle aisance. Après le dîner, nous nous sommes assis pour regarder la télévision. Elle s'est blottie contre moi comme elle le faisait toujours. J'avais la nausée, mais je me suis forcé à passer mon bras autour d'elle, à agir normalement. À 23 heures, Yasmine a bâillé. Je vais me coucher. Je suis épuisé. Je vais rester éveillé encore un peu. Je veux finir de regarder ça. Elle m'a embrassé sur la joue et est montée à l'étage. J'ai attendu 20 minutes, puis 10 de plus pour en être sûr. Finalement, je suis monté en silence. La porte de notre chambre était entr'ouverte. Je pouvais entendre sa respiration profonde et régulière. Elle dormait. Son téléphone était sur la table de nuit, en train de charger, comme toujours. Je me suis approché lentement, je l'ai pris avec des mains tremblantes et je suis redescendu. Je me suis assis sur le canapé du salon, le téléphone entre les mains. C'était maintenant ou jamais. J'ai déverrouillé le téléphone avec son mot de passe. J'ai ouvert son application de messagerie et là, elle y était, une conversation interminable avec un contact enregistré sous le nom « El Gym », la salle de sport, mais ce n'était personne de la salle de sport. C'était Mathias. J'ai commencé à lire, et à chaque message, une partie de moi mourait. Les messages remontaient à 18 mois. 18 mois de mensonges, 18 mois de trahison, pendant que je travaillais comme un idiot pour leur offrir à tous les deux une belle vie. Les premiers messages étaient prudents, de subtils flirts. J'ai adoré te voir aujourd'hui, de sa part. Tu étais magnifique aussi, de sa part à lui. De petites allusions qui avaient rapidement dégénéré en quelque chose de plus. J'ai continué à faire défiler l'écran vers le bas. Les conversations sont devenues plus audacieuses, plus explicites. Des plans pour se rencontrer quand j'étais au travail. Des hôtels, des excuses inventées. Je lui ai dit que j'allais au spa, avait-elle écrit dans un message. Nous avons toute une après-midi pour nous. J'ai pris capture d'écran sur capture d'écran. Mes mains tremblaient, mais je ne me suis pas arrêté. Chaque image allait directement vers le nouvel email que nous avions créé. Puis j'ai trouvé quelque chose de pire, de bien pire. Une conversation datant d'il y a 6 mois. Mathias avait écrit « Quand vas-tu quitter cet imbécile ? Je ne supporte plus de devoir faire semblant d'être son ami. » La réponse de Yasmine m'a fait froid dans le dos. Bientôt, mon amour. Mais j'ai besoin du bon moment. César est sur le point de prendre sa retraite. Il va recevoir une énorme prime. Si j'attends que cet argent arrive, j'aurai la moitié selon la loi. Ce sera des millions. Sans ça, nous ne pourrons pas commencer notre vie ensemble sans souci. Et s'il se doute de quelque chose ? Il ne se doutera de rien. Il est trop naïf, trop confiant. Ça fait 23 ans que je le gère. Je sais exactement comment il pense. Capture d'écran. Message suivant. J'ai déjà parlé à un avocat, a poursuivi Yasmine. Il a confirmé que si l'argent arrive pendant le mariage, c'est un bien commun. La moitié est à moi. Je dois juste attendre que ça arrive et ensuite demander le divorce. C'est simple. Tu es brillante, a répondu Mathias avec un emoji cœur. Je sais, et bientôt nous serons riches et libres. J'ai continué à lire pendant 1 heure. Chaque message était un nouveau coup de poignard. Il prévoyait d'acheter une maison sur la côte, de voyager à travers l'Europe. Mathias parlait aussi de divorcer de sa femme, Iris, une fois qu'ils auraient sécurisé l'argent. Iris ne sera pas un problème, avait-il écrit. Nous avons signé une séparation de biens il y a des années quand nous avons ouvert l'entreprise. Elle ne peut toucher à rien. Intelligent, a répondu Yasmine. J'aurais aimé y avoir pensé. J'ai trouvé des photos, des images d'eux ensemble qui m'ont fait fermer les yeux un instant, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin de tout, de chaque preuve, de chaque mensonge documenté. J'ai aussi vérifié ses emails. J'y ai trouvé la correspondance avec son avocat, un certain Hector Maldonado. Les consultations avaient commencé il y a exactement 8 mois. Chaque email était une question calculée sur la façon de maximiser ce qu'elle pourrait obtenir lors d'un divorce. S'il reçoit un bonus ou une prime de retraite quelques jours avant que je demande le divorce, cet argent est-il considéré comme un bien commun, demandait-elle dans un email.
La réponse de l'avocat était claire. Oui. Tout revenu perçu pendant le mariage, même quelques jours avant la séparation légale, est considéré comme un bien commun soumis à un partage équitable. J'ai sauvegardé chaque email, chaque preuve de son plan. Enfin, j'ai regardé ses photos et là, il y en avait des dizaines d'elle et Mathias au restaurant, à l'hôtel, à la plage lors d'un prétendu voyage d'affaires qu'il avait fait il y a 4 mois. Yasmine m'avait dit qu'elle allait rendre visite à sa sœur ce même week-end. Un autre mensonge, une autre trahison. Au moment où j'ai terminé, j'avais plus de 200 captures d'écran. La preuve irréfutable de tout, l'infidélité, le complot, les plans détaillés pour me voler. Je suis remonté avec le téléphone et je l'ai replacé exactement là où il était. Yasmine dormait toujours paisiblement, sans se douter une seule seconde que son plan venait de s'effondrer. Je me suis allongé à côté d'elle, fixant le plafond dans l'obscurité. Je pouvais entendre sa douce respiration. La femme avec qui j'avais partagé plus de 2 décennies de ma vie. La femme à qui j'avais tout confié. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Je ne pouvais pas. Mon esprit ressassait tout ce que j'avais vu. Chaque message, chaque photo, chaque mensonge. À l'aube, Yasmine s'est réveillée avec un sourire. « Bonjour, mon amour. »« Bonjour », ai-je répondu. Ma voix semblait normale. Calme. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Elle m'a parlé de ses projets pour la journée. Elle devait aller au supermarché. Ensuite, elle voulait passer chez sa mère. Également normal, également faux. Quand j'ai quitté la maison pour le bureau, j'ai en fait conduit directement au bureau de Salvador. Il m'attendait déjà avec du café et une expression sérieuse. Comment ça s'est passé? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'email avec toutes les captures d'écran. Salvador les a passées en revue en silence. À chaque image, sa mâchoire se crispait davantage. C'est de l'or juridique, a-t-il fini par dire. Avec ça, le type peut détruire n'importe quelle réclamation qu'elle essaierait de faire. Mais nous devons faire attention à la manière et au moment où nous l'utiliserons. Et maintenant? L'argent arrive demain à 10 h du matin. Dès qu'il arrive sur ton compte, nous commençons à le déplacer. J'ai déjà tout préparé. Les fiducies sont prêtes. Les comptes d'investissement sont ouverts. Les documents sont signés. En l'espace de quelques heures. Cet argent sera protégé dans des structures qu'elle ne pourra pas toucher. J'ai appelé Lottie. Elle a répondu immédiatement. César, tu as les preuves. Toutes. 18 mois de conversation, des emails avec son avocat, des photos, tout. Je l'ai entendu expirer à l'autre bout du fil. Parfait. Ça change complètement la donne. Avec ça, nous ne faisons pas que protéger ton argent. Nous la laissons sans rien. Absolument rien. Quand est-ce qu'on lui montre ça? Pas encore. D'abord, nous sécurisons l'argent. Ensuite, nous attendons qu'elle demande le divorce. Elle doit être la première à faire un mouvement officiel. Quand elle le fera, quand elle pensera avoir gagné, c'est là que nous la frapperons avec tout. Les preuves, les mouvements financiers. Tout. J'ai rencontré Salvador et Lottie dans le bureau de cette dernière l'après-midi même. Nous avons passé en revue les plans étape par étape. Chaque mouvement était calculé à la minute près. Demain à 10 h, l'argent arrive, a dit Salvador en pointant son ordinateur portable. À 10h05, les transferts. Première vague, 2 millions vont dans une fiducie irrévocable au nom de ta fille. Cet argent est complètement protégé. Yasmine ne peut y toucher sous aucun prétexte. Deuxième vague, a-t-il poursuivi. 1,5 million va sur des comptes d'investissement d'entreprise. Techniquement, c'est du fonds de roulement pour développer les affaires. Également protégé. Troisième vague, a ajouté Lottie. Le reste est réparti dans des véhicules d'investissement à long terme avec des pénalités en cas de retrait anticipé. Tout est légal, tout est documenté, et tout est impossible à diviser lors d'un divorce. Et si elle vérifie les comptes? C'est là toute l'astuce, a souri Salvador. Elle va voir que l'argent est arrivé. Elle va voir les 5 millions déposés. Ce qu'elle ne verra pas tout de suite, c'est que l'argent a déjà été déplacé. Les relevés bancaires traditionnels mettent 24 à 48 heures pour être entièrement mis à jour. Le temps qu'elle remarque que l'argent n'est plus sur le compte simple,
il sera trop tard. Letty s'est penché en avant. Mais voici la partie importante. César, tu dois agir de façon complètement normale ces prochains jours. Quand l'argent arrivera. Ne montre aucune émotion. Ne fais pas la fête. Ne fais rien de différent. Elle attend que tu reçoives cet argent pour activer son plan. Laisse-la croire que tout se déroule parfaitement. Combien de temps pensez-vous qu'elle attendra avant de demander le divorce? Selon ses messages, probablement une semaine ou deux, a répondu Letty. Le temps que l'argent s'installe, pour ne pas paraître trop évidente, mais pas beaucoup plus longtemps parce que Mathias lui met la pression. Salvador a fermé son ordinateur portable. César, demain tout commence. Es-tu prêt? J'ai regardé ces deux personnes qui, quelques jours auparavant, n'étaient que des connaissances professionnelles et qui risquaient maintenant leur temps et leur réputation pour m'aider. Je suis prêt. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, Yasmine préparait mon repas préféré, des pâtes avec une sauce tomate maison. Elle m'a accueilli avec un baiser. J'ai pensé que tu méritais quelque chose de spécial aujourd'hui. Une occasion particulière? Ai-je besoin d'une raison pour gâter mon mari? J'ai souri. Nous avons mangé ensemble. Nous avons ri d'une anecdote qu'elle a racontée. Nous avons regardé un film et, tout du long, je savais exactement à quoi elle pensait, ce qu'elle planifiait. Chaque sourire était un mensonge. Chaque caresse était un jeu d'acteur. Mais je jouais aussi la comédie, et j'étais un bien meilleur acteur qu'elle ne l'imaginait. Demain, l'argent arriverait et le vrai jeu commencerait. Je me suis réveillé à 6 heures du matin. Même si le réveil n'était pas réglé avant 7 heures, je n'avais pas pu bien dormir. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les messages, les photos, les mensonges. Yasmine dormait à mes côtés, respirant paisiblement, sans se soucier de rien au monde. Je me suis levé en silence, me suis douché et me suis habillé. Quand je suis descendu dans la cuisine, j'avais déjà 3 messages sur mon téléphone. Un de Salvador avec seulement 2 mots, tout est prêt. Un autre de Letty, tout aussi bref, c'est le grand jour. Et un de ma banque confirmant que mon dépôt programmé serait traité à 10 heures. J'ai préparé du café. Yasmine est descendue une demi-heure plus tard, toujours en pyjama, avec ce sourire qui me rendait heureuse autrefois, et qui, maintenant, ne faisait que me rappeler à quel point ma confiance avait été aveugle. Pourquoi es-tu levé si tôt? Je n'arrivais pas à bien dormir. Je crois qu'on a mangé trop lourd. Elle s'est approchée et a touché mon front avec une inquiétude sincère. Ou du moins, une parfaite simulation d'inquiétude. Tu te sens malade? Tu veux que je te prépare quelque chose de léger? Non, ça va. Ça va passer. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble comme n'importe quel autre jour. Elle m'a parlé d'une émission qu'elle voulait regarder l'après-midi. Elle a mentionné qu'elle pourrait appeler Mathias et Iris pour dîner le week-end. Ça fait un moment qu'on ne les a pas vus, a-t-elle dit avec un naturel total. L'ironie était si palpable que je pouvais presque la toucher. J'ai quitté la maison à 8 heures. Je lui ai fait un bisou sur la joue, comme chaque matin. Elle m'a souhaité une bonne journée. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit directement jusqu'à un café près du bureau de Salvador. Il était 9h15 quand je suis arrivé. Salvador était déjà là, son ordinateur portable ouvert et 3 tasses de café sur la table. Letty est arrivé 5 minutes plus tard. Nerveux, a-t-elle demandé en s'asseyant. Et si quelque chose tourne mal? Rien ne va tourner mal, a dit Salvador avec assurance. J'ai vérifié chaque document 3 fois. Chaque compte est prêt. Chaque structure juridique est parfaite. Dès que cet argent arrive sur ton compte, nous le déplaçons. C'est simple. Letty a sorti un épais dossier. Pendant que Salvador déplace l'argent, je vais déposer ces documents chez un notaire. Ce sont des déclarations sous serment de protection d'actifs. En gros, nous créons un dossier légal prouvant que tu effectues une réorganisation financière prudente pour protéger tes biens et planifier ta retraite. Tout est daté et scellé aujourd'hui, avant qu'elle ne demande le divorce. C'est crucial. J'ai regardé ma montre. 9h30, 30 minutes avant que ma vie ne change complètement. Salvador a tourné son ordinateur portable pour que je puisse voir. Il avait ouvert la page de ma banque. Mon compte principal affichait le solde normal. Rien d'extraordinaire pour l'instant.
Quand l'argent apparaîtra, ce sera d'abord ici, a-t-il expliqué. Il y a un délai d'environ 3 à 5 minutes entre le dépôt officiel et le moment où il apparaît dans le système. Pendant ces minutes, j'aurai déjà lancé les transferts. Yasmine peut-elle voir les mouvements en temps réel? Non. Elle a accès pour voir les soldes, mais les transferts et les mouvements mettent du temps à se refléter dans son interface utilisateur. De plus, les mouvements entre les comptes d'investissement n'apparaissent pas comme des transferts normaux. Ils apparaissent comme des ajustements de portefeuille ou des redistributions d'actifs. Le temps qu'elle remarque quelque chose d'étrange, ce sera irréversible. 9h45, j'ai bu mon café. Même si mon cœur battait déjà trop vite, Letty examinait les documents. Salvador vérifiait les comptes une dernière fois. Je ne pouvais que regarder l'horloge. 9h50, 10 minutes. Mon téléphone a vibré. Un message de Yasmine me demandant à quelle heure je rentrerais aujourd'hui, parce qu'elle prévoyait de préparer à nouveau mon plat préféré. Je lui ai répondu que je n'en étais pas sûr, que je serais peut-être un peu en retard à cause de réunions. Elle a répondu par un simple « ok » et un « je t'aime ». Ces deux mots « je t'aime ». De la part de la femme qui prévoyait de me détruire. De la part de la femme qui me trompait depuis 18 mois. De la part d'une femme qui, en ce moment même, envoyait probablement le même message à Mathias. 9h58, 2 minutes. Salvador avait les mains sur le clavier. Prêt. Letty avait cessé d'examiner les documents et nous regardait en silence. Le temps semblait s'être arrêté. 9h59, 10h. J'ai actualisé la page de la banque. Toujours rien. Salvador a fait de même sur son ordinateur portable. Toujours rien. Parfois ça prend une minute ou deux, a-t-il dit, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. 10h01, j'ai actualisé à nouveau et il était là. Dépôt, prime de départ à la retraite. Montant, 5 500 000 $. Mon compte affichait un solde que je n'avais jamais vu de ma vie. 28 ans de travail réduit à un chiffre sur un écran. Il est là, ai-je dit, d'une voix à peine audible. Salvador n'a pas perdu une seconde. Ses doigts volaient sur le clavier. Je pouvais voir les écrans se refléter dans ses lunettes. Des fenêtres qui s'ouvraient, des chiffres qui bougeaient, des confirmations en cours de traitement. Premier transfert initié. 2 millions vers la fiducie irrévocable de ta fille. Irréversible. Protégé, a-t-il murmuré en continuant de taper sans s'arrêter. 30 secondes plus tard, il a poursuivi. Deuxième transfert. 1 500 000 vers les comptes d'investissement d'entreprise. En cours de traitement. 1 minute plus tard. Troisième transfert. 1 million vers des fonds de retraite avec pénalité de retrait anticipé. Confirmé. Je regardais, fasciné et terrifié. En l'espace de quelques minutes, tout cet argent disparaissait du simple compte pour être distribué dans des structures que Yasmine ne pouvait pas toucher. Quatrième transfert. 500 000 vers un compte d'investissement international. En cours de traitement. Dernier transfert. 500 000 divisé en 3 comptes d'épargne à long terme. Confirmation en cours. Salvador s'est adossé à sa chaise et a expiré profondément. Terminé. Tout l'argent est protégé. Chaque centime. J'ai regardé l'écran de mon compte principal, là où, 5 minutes plus tôt, il y avait 5,5 millions. Maintenant, il ne restait plus que le solde normal que j'avais avant le dépôt. Et si elle vérifie tout de suite? Techniquement, l'argent est arrivé. La banque a généré un reçu de dépôt. Elle peut voir ce reçu, mais les mouvements que nous avons faits n'apparaîtront dans son interface que demain, au plus tôt. Et quand ils apparaîtront? Ils seront listés comme des ajustements d'investissement légaux. Il n'y a rien qu'elle puisse faire. Letty a souri pour la première fois de la matinée. Messieurs, nous venons de gagner la première bataille. Maintenant, je vais faire enregistrer tous ces mouvements par le notaire. César, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Tu dois signer quelques documents supplémentaires. Nous avons passé les 2 heures suivantes à l'étude du notaire. J'ai signé document après document, chacun détaillant les décisions financières que j'avais prises. Chacun officiellement daté et scellé. Chacun construisant un mur légal autour de mon argent. Quand nous avons terminé, Letty a rangé toutes les copies dans sa mallette. Terminé. Maintenant, c'est la partie difficile.
Attendre. Attendre quoi exactement? Qu'elle demande le divorce. Selon ses messages, elle allait attendre que l'argent arrive. Il est arrivé. Elle va s'assurer qu'il est bien en place avant de faire son mouvement. Laisse-lui une semaine, peut-être 2. Mais ça va arriver bientôt. Et qu'est-ce que je fais en attendant? Tu agis de façon complètement normale. Ne change rien. Ne mentionne pas l'argent à moins qu'elle n'en parle en premier. Suis ta routine. Sois le mari que tu as été pendant 23 ans. Parce qu'elle t'observe, cherchant le moindre signe que tu te doutes de quelque chose. Cet après-midi-là, je suis retourné au travail. J'ai essayé de me concentrer sur mes tâches en attente, mais mon esprit était ailleurs. Toutes les quelques minutes, je vérifiais mon téléphone, en attente. Je ne savais pas de quoi. Un message de Yasmine disant qu'elle avait remarqué quelque chose, un appel en colère. Mais rien ne venait. À 18h, j'ai quitté le bureau et je suis rentré à la maison. Yasmine était dans la cuisine en train de préparer le dîner, comme elle l'avait promis. Elle m'a accueilli avec un sourire. Comment s'est passée ta journée? Normale, ennuyeuse, comme d'habitude. Il s'est passé quelque chose d'intéressant? La question m'a mis en alerte. Savait-elle quelque chose? Avait-elle vérifié le compte? Non, rien de spécial. Pourquoi? Oh, pour rien. Je demandais, c'est tout. Nous avons dîné ensemble. Elle a parlé de sa journée. Elle était allée au supermarché, avait retrouvé une amie, elles avaient pris un café et fait des commérages. Également normal, également faux. Après le dîner, pendant qu'elle faisait la vaisselle, j'en ai profité pour vérifier mes emails sur mon téléphone. J'avais un message de Salvador confirmant que tous les mouvements avaient été traités avec succès et que je pouvais dormir tranquille. Mais je ne pouvais pas dormir tranquille. Pas encore. Cette nuit-là, quand Yasmine s'est endormie, j'ai repris son téléphone. J'avais besoin de savoir si elle avait remarqué quelque chose, si elle avait parlé à Mathias, si ses plans avaient changé. J'ai ouvert ses messages. J'ai trouvé une conversation récente avec le contact enregistré sous l'initiale, M, à la place du faux nom, Mathias. Il s'était envoyé des messages à peine 2 heures plus tôt, pendant que je rentrais à la maison. J'ai lu les messages et j'ai senti mon sang se glacer. Elle lui avait confirmé que l'argent était déjà sur le compte. 5,5 millions, exactement comme il l'avait calculé. Il avait répondu en demandant quand ils allaient passer à l'étape suivante. Elle lui a dit d'attendre une semaine, qu'elle avait besoin que tout paraisse naturel, qu'il ne pouvait pas précipiter les choses maintenant qu'ils étaient si proches. Il a insisté, disant qu'une semaine c'était trop long, qu'il ne supportait plus de faire semblant, qu'il voulait être avec elle sans se cacher. Elle a répondu qu'elle comprenait, mais qu'il devait être intelligent. Juste 7 jours de plus. 7 jours et elle appellerait l'avocat pour tout lancer. 7 jours et il serait enfin libre et riche. J'ai pris des captures d'écran de cette conversation. J'ai remis le téléphone exactement là où il était. Je me suis allongé en fixant le plafond dans l'obscurité. 7 jours. Une semaine exacte pour qu'elle croie avoir gagné. Une semaine pendant laquelle elle continuerait d'agir comme l'épouse parfaite tout en planifiant ma destruction. Mais j'avais déjà gagné. Elle ne le savait juste pas encore. Les jours suivants ont été les plus étranges de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté d'une femme qui prévoyait de me détruire. Chaque soir, je dînais avec elle, faisant semblant que tout allait bien. Et le plus troublant, c'est qu'elle faisait exactement la même chose. Yasmine est devenue encore plus affectueuse, plus attentionnée. Elle préparait mes repas préférés. Elle s'informait de ma journée avec un intérêt sincère, ou du moins avec une simulation parfaite d'intérêt sincère. Le 3e jour après l'arrivée de l'argent, pendant que nous prenions le petit déjeuner, elle a finalement mentionné l'évidence. « Chérie, ils t'ont déjà versé ta prime de retraite ?» La question est venue de façon désinvolte, presque avec désintérêt, comme quelqu'un qui demande le temps qu'il fait. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours. Et combien c'était? Tu ne me l'as jamais dit. 5,5 millions. J'ai vu ses yeux s'illuminer pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne contrôle son expression. C'est incroyable, César. 28 ans de travail enfin récompensés. Nous devrions fêter ça. J'ai déjà tout transféré dans des investissements, ai-je dit, en observant sa réaction.
Salvador m'a aidé à le répartir dans différents comptes, des fonds de retraite, des fiducies, ce genre de choses, pour que ça fructifie mieux. Pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De l'inquiétude, de la panique. Mais cela a disparu si vite que quelqu'un qui ne la connaissait pas ne l'aurait pas remarqué. Oh, c'est intelligent. Salvador a toujours été doué avec l'argent. Oui, il m'a dit que c'était la meilleure chose à faire pour protéger nos biens pour notre avenir. Le mot « no » m'a presque étouffé quand je l'ai prononcé, mais elle a souri. Notre avenir. J'aime comment ça sonne. Nous avons terminé le petit déjeuner et chacun a repris le cours de sa journée, mais je savais qu'à ce moment-là, elle était probablement en train d'envoyer des SMS à Mathias. Probablement inquiète que j'ai déplacé l'argent, demandant probablement à son avocat si cela changeait quelque chose. Cette nuit-là, lorsqu'elle s'est endormie, j'ai vérifié à nouveau son téléphone. J'avais raison. Elle avait envoyé des messages frénétiques. Elle avait écrit à Mathias pour lui dire que j'avais placé l'argent dans des investissements. Il avait répondu en demandant si c'était un problème. Elle a dit qu'elle allait consulter son avocat, mais qu'elle ne pensait pas que l'argent était toujours un bien commun, peu importe sur quel compte il se trouvait. Puis, j'ai trouvé un email qu'elle avait envoyé à Hector, son avocat. Elle lui expliquait la situation. Elle demandait si le fait que j'ai déplacé l'argent dans des investissements affectait ses droits lors du divorce. La réponse de l'avocat est arrivée quelques heures plus tard. Elle était brève mais ferme. Tant que l'argent avait été reçu pendant le mariage, et avant toute demande de divorce, il était toujours considéré comme un bien commun. Peu importait sur quel compte il se trouvait, elle avait droit à la moitié. J'ai lu cet email et j'ai souri dans l'obscurité. Pauvre Hector. Il n'avait aucune idée du genre de structure juridique auquel il avait affaire. Il ne savait pas que le TI avait construit des murs qu'aucun avocat spécialisé en divorce ordinaire ne pouvait pénétrer. Le 4e jour, Yasmine a suggéré d'inviter Mathias et Iris à dîner pour samedi. Ça fait longtemps que nous n'avons pas passé de temps avec eux. Et puis, maintenant que tu as ta prime de retraite, on pourrait fêter ça avec nos meilleurs amis. L'idée de m'asseoir à la même table que de me retourner l'estomac. Mais j'ai dit oui, parce que je devais continuer à agir normalement. J'avais besoin qu'elle continue de croire que je ne me doutais de rien. Samedi est arrivé. J'ai passé l'après-midi à aider Yasmine à préparer le dîner. Elle était d'excellente humeur. Elle chantait pendant qu'elle cuisinait. Elle me volait des baisers quand je passais devant elle. Elle était l'image parfaite de l'épouse heureuse. Mathias et Iris sont arrivés à 19h. Il m'a serré dans ses bras, comme toujours, avec cette forte tape dans le dos. Mon frère, félicitations pour ta retraite. Yasmine m'a parlé de la prime. Tu la mérites. Merci, Mathias. Ces 28 années n'ont pas été faciles. Iris m'a fait la bise sur la joue. Elle avait l'air fatiguée, triste. Je me suis même demandé si elle savait quelque chose au sujet de son mari et de ma femme, si elle avait des soupçons. Nous avons dîné tous les 4 dans la salle à manger. Yasmine avait préparé un festin. La conversation coulait naturellement. Nous avons parlé de travail, de projets, de choses insignifiantes. Et tout du long, j'observais. J'observais comment Yasmine évitait de regarder directement Mathias. Comment il s'assurait de toucher Iris de temps en temps, probablement pour feindre la normalité. Comment tous les deux jouaient cette farce parfaite. À un moment donné, Yasmine et moi nous sommes retrouvés seuls dans la cuisine pour préparer le dessert. Elle m'a enlacé par derrière. Tu es heureux. Pourquoi me demandes-tu ça? Je ne sais pas. Tu as l'air distant ces derniers temps, comme si tu réfléchissais beaucoup. J'assimile tout ça. La retraite, l'argent, l'avenir. C'est beaucoup. Elle a embrassé mon épaule. Je sais, mais on va s'en sortir. On a tout ce qu'il faut. On sait, l'un l'autre. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas lui dire la vérité. Pour ne pas lui crier que je savais tout. Que ces jours de mensonges étaient comptés. Mais je me suis contrôlé. J'ai souri, embrassé son front. Tu as raison. On va s'en sortir. Le dîner s'est terminé après minuit. Mathias et Iris sont partis. Yasmine et moi avons nettoyé la cuisine ensemble. Nous sommes montés nous coucher et, pendant qu'elle s'endormait à côté de moi, j'ai fixé le plafond, comptant les jours.
D'après ses messages, elle prévoyait d'appeler son avocat le lendemain. Dimanche, elle allait activer son plan. Elle allait demander le divorce lundi. Je me suis réveillé tôt dimanche. Yasmine dormait encore. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai envoyé un message à Letty. Je crois que c'est pour demain. Sois prête. Elle a répondu immédiatement. Nous sommes prêts depuis des jours. Quand elle fera son mouvement, nous la frapperons avec tout. J'ai préparé du café et je me suis assis pour attendre. Je savais qu'à un moment donné ce jour-là, Yasmine allait passer un appel. Elle allait parler à Hector. Elle allait confirmer les derniers détails de son plan. Et effectivement, en milieu de matinée, alors que je faisais semblant de lire le journal dans le salon, je l'ai entendue monter dans la chambre. Elle a fermé la porte, et après quelques minutes, j'ai entendu sa voix étouffée au téléphone. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était clair, sérieux, concentré. Elle est restée au téléphone pendant près de 40 minutes. Quand elle est redescendue, elle avait une expression calme et déterminée. « Tout va bien ?» ai-je demandé. « Oui, je parlais juste à une amie de choses sans importance. » « D'accord. » Le reste de la journée s'est passé normalement, mais je savais. Je savais que demain, tout allait changer. Que demain, elle montrerait enfin ses cartes. Et quand elle le ferait, elle découvrirait que je jouais à un jeu complètement différent. Cette nuit-là, je me suis couché tôt. J'avais besoin d'être reposé pour ce qui m'attendait. J'avais besoin d'être prêt à jouer la surprise, à faire le dévasté, à lui offrir le spectacle qu'elle attendait. Avant de dormir, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. J'avais un message de Salvador. Toutes les structures restent solides. Rien n'a changé. Tout est protégé. Et un autre de Letty. Demain, la fin commence. Reste calme. Fais confiance au processus. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration. Demain, après 28 ans de travail et 23 ans de mariage, je saurai enfin comment cette histoire se terminait. Le lundi s'est levé gris. Un de ces matins où le ciel semble présager que quelque chose va changer. Je me suis levé à mon heure habituelle, me suis douché et suis descendu prendre le petit déjeuner. Yasmine était déjà dans la cuisine en train de préparer du café. Elle avait l'air nerveuse. Ses mouvements étaient plus rapides que la normale, plus brusques. « Bonjour », ai-je dit. Elle a sursauté légèrement. « Bonjour. Tu as bien dormi ? » ? « Oui, parfaitement. » »« Et toi ? » ? « Bof, je ne sais pas. Je me suis réveillé plusieurs fois. » Nous avons pris le petit déjeuner dans un silence inconfortable. Elle vérifiait constamment son téléphone. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. Enfin, quand j'ai fini mon café, je me suis levé de table. Bon, je file au bureau. César, attends. Je me suis arrêté. Sa voix semblait différente, tremblante. J'ai senti mon pouce accélérer, mais j'ai gardé une expression neutre. Oui. Elle a pris une profonde inspiration. Elle se tordait les mains. Elle semblait sincèrement angoissée. Quelle bonne actrice elle faisait. Il faut qu'on parle ce soir. Quand tu rentreras, c'est important. À quel sujet ? Tout va bien ? Oui, ça va. C'est juste qu'il y a des choses dont nous devons discuter. Sur nous, sur notre mariage. Voilà. C'était le début de la fin. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. J'ai fait l'air confus, inquiet. Tout va bien entre nous ? J'ai fait quelque chose de mal ? Non, ce n'est pas ça. Parlons-en ce soir. Oui, au calme. Tu me fais peur, Yasmine. Ne sois pas effrayée. Nous devons juste parler comme des adultes. J'ai hoché la tête lentement, comme si j'assimilais quelque chose de grave. D'accord, on parlera ce soir. J'ai quitté la maison le cœur battant. Dès que je suis monté dans la voiture, j'ai appelé Letty. Ça a commencé. Elle a demandé à me parler ce soir. Parfait. Elle va te demander le divorce aujourd'hui. Elle utilisera un ton conciliant. Elle te dira probablement que vous vous êtes éloignés, que vous n'êtes plus heureux. Toutes ces phrases génériques. Elle essaiera de faire passer ça pour une décision mutuelle. Qu'est-ce que je dois faire ? Montre-toi surpris, dévasté.
demande même s'il y a quelqu'un d'autre. Elle le niera, évidemment. Ensuite, tu lui dis que tu as besoin de temps pour assimiler, que vous en reparlerez demain ou après-demain, plus calmement. Nous avons besoin qu'elle se sente en sécurité. Qu'elle croit avoir le contrôle. Et ensuite, on la laisse déposer officiellement les papiers, on laisse son avocat contacter le tien, et c'est là que nous révélerons tout. Les preuves de l'infidélité, les mouvements financiers, tout. J'ai passé la journée au bureau, incapable de me concentrer. Chaque heure ressemblait à une éternité. Je regardais l'horloge toutes les 10 minutes. Salvador m'a appelé au milieu de l'après-midi pour m'encourager. Leti m'a envoyé un message pour me rappeler de rester calme. À 18 heures, j'ai quitté le bureau. La circulation était dense, mais je suis finalement rentré à la maison à 19 heures. Yasmine était assise dans le salon. Elle n'avait pas préparé le dîner, ce qui était déjà étrange. Elle cuisinait toujours. « Tu es rentré ?» a-t-elle dit sans se lever. « Oui. Tu veux que je commande à manger ? Je n'ai pas faim. » Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle. L'atmosphère était tendue, lourde. « Alors, de quoi voulais-tu parler ? » Elle a pris plusieurs grandes inspirations avant de commencer. Elle se tordait les mains. Elle fuyait mon regard. « César, ces dernières années, j'ai beaucoup réfléchi à nous, à notre mariage. Et je crois que nous savons tous les deux que quelque chose a changé. » J'ai joué la confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Nous nous sommes éloignés. Nous ne parlons plus comme avant. Nous ne rions plus ensemble. J'ai l'impression que nous sommes plus des colocataires que des conjoints. Mais c'est normal après 23 ans, non ? Tous les mariages traversent des phases. Peut-être, mais je ne suis pas heureuse, César. Et je ne pense pas que tu le sois non plus. Je me suis penché en avant, mimant l'alarme. Qu'est-ce que tu dis, exactement ? Elle m'a enfin regardé dans les yeux. Je pense que nous devrions nous séparer. Divorcer. J'ai laissé le silence s'éterniser. Laissé le mot divorce résonner dans la pièce. Finalement, d'une voix tremblante, j'ai demandé. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Non, il n'y a personne d'autre. Cela n'a rien à voir avec une autre personne. C'est à propos de nous, du fait que ça ne marche plus. Menteuse. Chaque mot était un mensonge enveloppé d'une fausse sincérité. Tu es sûr de ça ? On peut essayer une thérapie de couple ? Quelque chose ? J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense que la meilleure chose pour nous deux, c'est de mettre fin aux choses à l'amiable, sans drame. Nous pouvons faire les choses bien. Faire les choses bien. Mettre fin à un mariage de 23 ans pouvait être fait bien. Ma voix semblait brisée. C'était un acte, mais il y avait aussi une part de vérité dans cette douleur. Non pas de la perdre, mais la douleur de la trahison, des années gâchées. Je sais que c'est difficile, mais réfléchis-y. Maintenant, tu as ta prime de retraite. Tu peux recommencer à zéro. Je peux recommencer à zéro. Nous pouvons tous les deux être heureux séparément. Voilà. La mention de l'argent, déguisée en préoccupation pour mon bonheur, mais révélant ses véritables intentions. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à assimiler ça maintenant. Je me suis levé du fauteuil. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. Je comprends. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais César, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Je suis monté dans notre chambre, je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai fait couler l'eau pour qu'elle ne m'entende pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Leti. C'est fait. Elle a demandé le divorce. Elle a joué son rôle à la perfection, a dit qu'il n'y avait personne d'autre. La réponse est arrivée immédiatement. Excellent. Maintenant, on attend que son avocat communique officiellement. Ensuite, on contre-attaque. Je suis resté dans la salle de bain pendant plusieurs minutes. Quand je suis sorti, Yasmine était au lit, lisant un livre. Ou plutôt, faisant semblant de le lire. Elle envoyait probablement un texto à Mathias pour lui dire qu'elle avait franchi la première étape. Je me suis couché de mon côté du lit sans un mot. Elle n'a rien dit non plus. Le silence entre nous était absolu. Je n'ai pas dormi de la nuit. Chaque heure qui passait me rapprochait du moment où tout exploserait.
Le moment où elle découvrirait que son plan parfait comportait une faille fatale, je savais tout depuis le début. Le lendemain, mardi, j'ai reçu un email. Il provenait d'un cabinet d'avocats. L'avocat, Héctor Maldonado, représentant Yasmine, demandait une réunion pour discuter des modalités du divorce de manière amicale et civilisée. J'ai transféré l'email à Letty. La demande officielle est arrivée. Elle a répondu. Parfait. Rencontre-le. Écoute sa proposition. Montre-toi surpris quand ils mentionneront le partage des biens. Ne signe rien. Dis-lui que tu dois consulter ton avocate. Cette avocate, c'est moi. J'ai programmé une réunion avec Hector pour jeudi. 2 jours de plus à attendre. 2 jours de plus à jouer la comédie. Yasmine et moi nous sommes à peine parlé ces jours-là. Elle dormait dans la chambre d'amis. Elle a dit que nous avions besoin d'espace. J'ai fait semblant d'être dévasté, triste, confus, mais à l'intérieur, je comptais les heures. Jeudi est enfin arrivé. Je suis entré dans le bureau d'Héctor Maldonado à 15 heures. C'était un homme d'environ 45 ans, portant un costume cher et arborant un sourire professionnel. Monsieur César, merci d'être venu. Je sais que cette situation est difficile pour les deux parties. Elle l'est. Bien, je vais être direct. Ma cliente souhaite une séparation à l'amiable. Elle propose un partage équitable de tous les biens conjugaux, ce qui inclut les propriétés, les comptes bancaires, les investissements, et bien sûr, la prime de retraite que vous avez récemment reçue. Voilà. La véritable raison de tout ça. La moitié de tout. C'est ce que la loi exige. 50 à 50, tous ces biens ont été acquis pendant le mariage. J'ai agi comme si j'assimilais quelque chose de douloureux. Je dois consulter mon avocate. Bien sûr, c'est votre droit. Mais je vous dis d'avance que la loi est claire dans ces cas-là. J'ai quitté ce bureau et j'ai conduit directement chez Letty. Quand je suis entré, elle avait déjà tout préparé sur son bureau. Documents, preuves, pièces à conviction. Prête à en finir avec ça, ai-je demandé. Elle a souri. Plus que prête. Nous allons la détruire. Letty a étalé tous les documents sur son bureau comme s'il s'agissait des cartes d'un jeu qu'elle avait déjà gagné. Chaque papier représentait une pièce du puzzle que Yasmine n'avait jamais vu venir. Écoute-moi attentivement, César. Voici la partie qui va tout définir. Hector va déposer la demande officielle de divorce dans les prochains jours. Quand il le fera, nous allons répondre. Mais pas avec une simple réponse. Nous allons répondre avec une demande reconventionnelle qui inclut tout ceci. Elle a pointé du doigt les piles de documents. Premièrement, les preuves de l'infidélité. 18 mois de messages entre ta femme et Mathias. Des conversations explicites, des plans pour être ensemble, la coordination de rendez-vous pendant que tu travaillais, des photos d'eux ensemble dans des endroits où ils ne devraient pas être. Tout est daté. Tout est documenté. Elle est passée à la pile suivante. Deuxièmement, les preuves de complot en vue de frauder. Les emails entre Yasmine et son avocat où il prévoit spécifiquement d'attendre que tu reçoives la prime de retraite pour demander le divorce. Cela montre la préméditation. Cela montre que le mariage était déjà mort dans son esprit. Mais qu'elle l'a maintenu en vie pour des raisons financières. Elle a pris un autre dossier. Troisièmement, les mouvements financiers que nous avons faits sont totalement légaux. Nous avons chaque document notarié et daté avant qu'elle ne demande le divorce. Il n'y a pas un seul mouvement qui enfreint une loi. Tout n'était que planification financière prudente. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant. Écoute, la loi favorise normalement un partage équitable, mais il y a des exceptions. L'une d'elles est lorsqu'une partie a commis un adultère. Une autre est lorsqu'il y a des preuves qu'un conjoint a essayé de tirer un avantage financier de l'autre par la tromperie. Elle s'est adossée à sa chaise. Yasmine n'a pas seulement commis l'adultère, elle l'a fait pendant 18 mois avec ton meilleur ami, tout en vivant sous ton toit, en mangeant ta nourriture et en dépensant ton argent. Et elle a aussi comploté pour te voler. Cela ne la disqualifie pas seulement pour recevoir la moitié de tes biens. Cela lui enlève tout droit de recevoir quoi que ce soit. Rien, zéro. Exactement comme elle prévoyait de te laisser. Salvador, qui avait écouté en silence, a ajouté. Et il y a plus. Les structures que nous avons créées ne protègent pas seulement l'argent de la retraite,
elle protège aussi tes autres investissements. La fiducie pour ta fille est irrévocable. Elle ne peut pas y toucher. Les comptes d'entreprise sont enregistrés comme du fonds de roulement. Protégé. Les fonds de retraite ont des clauses qui empêchent leur division en cas de divorce justifié. Et nous avons une justification plus que suffisante. Letty a continué. Quand nous déposerons notre demande reconventionnelle, Hector essaiera de négocier. Il dira que les preuves sont circonstancielles, que les messages ne prouvent rien de définitif. Que ta femme mérite quelque chose après 23 ans de mariage. Mais nous n'allons pas négocier un seul centime. Et si elle décide de se battre, si elle va au tribunal, laisse-la faire. Nous avons des preuves irréfutables. N'importe quel juge qui verra ces messages, ces photos, ces emails conspirant pour t'attendre jusqu'à ce que tu aies l'argent, la détruira. Et en plus, lors d'un procès, tout cela devient public. Sa famille saura, ses amis sauront, tout le monde saura qu'elle a trahi son mari avec son meilleur ami pour lui voler des millions. Je suis resté silencieux, assimilant tout cela. C'était parfait. C'était brutal. C'était la justice. Quand est-ce qu'on commence? Dès qu'Hector dépose la plainte officielle. Probablement demain ou après-demain, vendredi au plus tard. J'ai quitté ce bureau avec un sentiment étrange. Ce n'était pas du bonheur. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était quelque chose de plus profond. C'était le sentiment qu'après des semaines à jouer la comédie, à mentir, à faire semblant, je pouvais enfin arrêter. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, Yasmine faisait ses valises dans la chambre d'amis. Elle s'y était complètement installée. Mon avocat dépose les papiers demain, a-t-elle dit sans me regarder. Je voulais que tu le saches. Je me suis dit que ça n'avait pas besoin d'être laid, César. On peut faire ça civilement. Tout diviser et passer à autre chose. J'ai hoché la tête sans rien dire. Elle a interprété mon silence comme de la résignation. Je suis contente que tu comprennes. Je sais que c'est difficile, mais c'est pour le mieux. Pour le mieux. Une phrase bien ironique venant de quelqu'un qui avait passé 18 mois à planifier ma destruction. Vendredi matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, j'ai reçu un email officiel. La demande de divorce avait été déposée. Yasmine demandait la dissolution du mariage et le partage équitable de tous les biens conjugaux, y compris, spécifiquement, la prime de retraite de 5,5 millions de dollars. J'ai transféré l'email à Letty avec un seul message, il est temps. Elle a répondu, je prépare la demande reconventionnelle. Elle sera prête lundi. César, une fois que nous aurons déposé ceci, il n'y a pas de retour en arrière possible. Elle saura que tu savais tout depuis le début. Elle saura que tu as joué à son propre jeu, mais en mieux. Es-tu prêt pour ça? Totalement prêt. Le week-end a été étrange. Yasmine agissait comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Elle était plus détendue, plus souriante, probablement parce qu'elle croyait avoir déjà gagné, que dans quelques semaines elle aurait 2 750 000 $ et qu'elle pourrait partir avec Mathias vivre la vie qu'ils avaient planifiée. Dimanche soir, je l'ai vue parler au téléphone dans le jardin. Elle souriait, riait. C'était une conversation joyeuse. Je n'avais pas besoin de vérifier son téléphone pour savoir à qui elle parlait. Le lundi s'est levé clair. Une journée parfaite. Ironique compte tenu de ce qui allait se passer. À 9 h du matin, Letty a officiellement déposé notre demande reconventionnelle. Ce n'était pas une simple réponse. C'était une déclaration de guerre juridique. Cela incluait toutes les preuves d'infidélité, tous les emails de conspiration, toutes les photos, tout. À 10 h du matin, Hector a reçu les documents. À 10 h 30, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. 2 minutes plus tard, le même numéro a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai décroché. Monsieur César, c'était Hector. Sa voix n'avait plus ce ton professionnel et calme de la première réunion. Il semblait tendu, presque agacé. Oui, nous devons parler de toute urgence. Ma cliente est prête à reconsidérer les termes. Il n'y a rien à reconsidérer. Lisez la demande reconventionnelle. Tout y est. Ces accusations sont très graves. Très graves. Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des faits. Documentés, datés, irréfutables.
Il y a eu un long silence. Ma cliente est prête à oublier sa requête si vous retirez ces preuves. J'ai souri. Dites à votre cliente que je ne retire rien. Et si elle veut se battre au tribunal, allez-y. Je serai ravi de présenter chaque message, chaque photo, chaque email, chaque mensonge devant un juge. Monsieur César, soyons raisonnables. J'ai été raisonnable pendant 18 mois pendant que votre cliente prévoyait de me voler. Maintenant, c'est à mon tour d'être clair. Elle n'aura rien. Pas un seul centime. Et si elle essaie de se battre, elle ne réussira qu'à rendre tout cela public. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de messages. Yasmine avait vu les documents. Elle avait vu les preuves. Elle savait que je savais tout. Les messages étaient frénétiques, désespérés. Comment as-tu eu ces messages? C'est une violation de la vie privée. Tu ne peux pas faire ça. Nous devons parler. S'il te plaît, César. J'ai fait une erreur. Ça n'a pas à se passer comme ça. J'ai lu chaque message calmement. Puis j'ai écrit une seule réponse. 18 mois, Yasmine. 18 mois à planifier ça avec Mathias. 18 mois de mensonges, tout ça pendant que je te faisais confiance. Mon avocate a des instructions claires. Cela ne se terminera que d'une seule façon, tu pars sans rien. J'ai bloqué son numéro. Le jeu était terminé. Et j'avais gagné. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Yasmine a essayé de me contacter par tous les moyens possibles. Appels provenant de numéros inconnus, messages depuis des comptes de réseaux sociaux qu'elle n'avait jamais utilisés. Elle s'est même présentée à mon bureau une fois, mais la sécurité ne l'a pas laissé passer. Leti a tout géré avec une précision chirurgicale. Chaque tentative de négociation de la part d'Hector a été fermement rejetée. Chaque proposition de lui donner quelque chose, même le minimum, a été refusée. Il n'y avait pas de place pour la compassion. Pas après ce qu'elle avait fait. Hector a encore appelé, m'a informé Leti un après-midi. Maintenant, il propose de retirer complètement la demande de divorce si tu retires les accusations d'adultère. Ils veulent rester mariés? Non. Ils veulent empêcher que les preuves ne deviennent publiques. S'ils retirent la demande, techniquement vous seriez toujours mariés, mais Yasmine pourrait dire que tout était un malentendu, qu'il n'y a jamais eu de divorce, que vous avez résolu vos problèmes. En gros. Elle veut sauver sa réputation. Et que lui as-tu dit? Que non, que tu veux aussi le divorce, mais à tes conditions, avec les preuves dans le dossier, et qu'elle reparte sans rien. Salvador m'a rendu visite dans mon nouvel appartement. Oui, j'avais déménagé. Je ne pouvais plus être dans cette maison pleine de mensonges. J'avais loué un petit mais confortable appartement pendant que tout se résolvait légalement. Comment vont les finances, lui ai-je demandé. Intouchable. Yasmine a essayé de faire une réclamation directe à la banque concernant la fiducie de ta fille. Ils l'ont rejetée immédiatement. C'est irrévocable. Ensuite, elle a essayé d'obtenir d'un juge le gel des comptes d'investissement d'entreprise. Refusé également. Les documents que tu as signés sont en béton. Et elle? Comment va-t-elle financièrement? Salvador a souri ironiquement. Mal. Très mal. Hector la facture à l'heure et elle lui doit déjà plusieurs milliers de dollars en frais juridiques. Les comptes communs que vous partagiez ont été gelés par ordonnance du tribunal jusqu'à la fin de la procédure. Elle n'a accès qu'à son compte personnel, qui, selon nos dossiers, contient moins de 3000 dollars. Mathias l'aide-t-il? C'est là que ça devient intéressant. Apparemment, quand tout ça a explosé, Mathias a reculé. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas risquer son propre mariage, qu'il était désolé, mais qu'elle était seule dans cette histoire. La nouvelle ne m'a pas surpris. Les lâches s'enfuient toujours quand les choses se compliquent. Est-ce qu'Iris est au courant? Oh, oui. Iris sait tout. Apparemment, quand elle a vu les preuves dans les documents juridiques, elle a confronté Mathias. Il a d'abord nié, mais elle n'est pas stupide. Maintenant, Iris prépare son propre divorce, et comme je te l'ai dit, ils ont une séparation de biens. Mathias va s'en sortir sans trop perdre financièrement, mais sa réputation est détruite. Je me suis assis sur le canapé, assimilant le tout. J'avais gagné, financièrement, légalement, moralement.
J'avais gagné sur tous les fronts. Alors, pourquoi me sentais-je si vide? Ça va, a demandé Salvador. Oui, c'est juste bizarre. 23 ans de ma vie avec quelqu'un et maintenant, rien. Ce n'était pas rien, César. Ça n'était plus rien depuis 18 mois. Tu ne le savais juste pas. Il avait raison. Le mariage était terminé bien avant que je ne le découvre. Ce n'était qu'officialiser ce qui était déjà une réalité. Un mois après le dépôt de la demande reconventionnelle, j'ai reçu un appel de Letty. Sa voix semblait triomphante. Hector vient d'appeler. Yasmine accepte toutes les conditions. Elle part avec rien. Elle veut juste que ce soit terminé. Tout. La maison reste à ton nom. Les voitures restent à ton nom. Tous les investissements, tous les comptes, tout. Elle prend seulement ses vêtements et ses effets personnels. Et ils acceptent de ne pas parler publiquement de la raison du divorce. Pourquoi accepterait-elle ça? Parce que l'alternative est pire. Si ça va au procès, tout devient public. Sa famille l'apprend. Ses amis l'apprennent. Toute la ville apprend qu'elle a trahi son mari avec son meilleur ami pour lui voler des millions. Elle préfère partir en silence, avec sa dignité en lambeaux. Mais au moins sans un scandale public. Quand signons-nous les papiers? La semaine prochaine. Jeudi, à 10h du matin, vous devez tous les deux être présents pour la signature finale. Le jeudi est arrivé plus vite que je ne l'attendais. Je me suis réveillé tôt, me suis habillé avec soin et j'ai conduit jusqu'à l'étude du notaire où les documents finaux seraient signés. Je suis arrivé avec 15 minutes d'avance. Yasmine était déjà là, assise seule dans la salle d'attente. Elle avait l'air différente, plus maigre, avec des cernes profonds, ses cheveux sans leur éclat habituel. Les conséquences de ses actes étaient écrites sur son visage. Quand elle m'a vu entrer, elle s'est levée. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais l'a refermée immédiatement. Il n'y avait rien à dire, rien qui puisse changer ce qui allait se passer. Le notaire nous a fait entrer dans son bureau. Letty était de mon côté. Hector de celui de Yasmine. Les documents étaient sur le bureau. Des montagnes de papiers légaux qui officialisaient la fin de 23 années. Procédons, a dit le notaire d'une voix monotone. Il a commencé à lire les conditions. Chaque clause était un clou de plus dans le cercueil de ce qui fut notre mariage. Yasmine a signé page après page sans me regarder. Ses mains tremblaient légèrement. Quand nous sommes arrivés à la clause sur le partage des biens, le notaire a été particulièrement clair. Madame Yasmine renonce à tout droit sur les biens acquis pendant le mariage, incluant, sans illimité, les propriétés, véhicules, comptes bancaires, investissements et la prime de retraite perçue par Monsieur César. Madame confirme qu'elle comprend et accepte ces termes. Yasmine a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Oui, j'accepte. Elle a signé. C'était mon tour. J'ai signé page après page. Chaque signature était libératrice. Chaque initiale m'éloignait davantage de la trahison et me rapprochait d'un nouveau départ. Quand nous avons terminé, le notaire a rassemblé tous les documents. Le divorce sera officiel dans 30 jours. Félicitations à vous deux. Félicitations. Quel mot absurde dans ce contexte. Yasmine s'est levée rapidement et a quitté le bureau sans un regard en arrière. Hector l'a suivi. Letty et moi sommes restés un instant de plus. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Soulagé, triste, en colère, tout ça en même temps. C'est normal. Tu viens de clore un immense chapitre de ta vie. Nous avons quitté le bureau ensemble. Sur le parking, j'ai vu la voiture de Yasmine s'éloigner. C'était probablement la dernière fois que je la voyais. Salvador m'a appelé cet après-midi-là. J'ai entendu dire que vous aviez signé. Comment survis-tu? Qu'est-ce qui va se passer avec Mathias? Son divorce avec Iris avance aussi, mais il a aussi perdu plusieurs clients quand ils ont entendu parler du scandale. Apparemment, certains de ses clients étaient des amis à toi qui ont décidé de couper les ponts avec lui. Son entreprise en souffre. Ça ne me donne aucune satisfaction. Je sais. Mais c'est la justice, malgré tout. Les 30 jours ont passé. J'ai reçu le jugement de divorce officiel par la poste. César et Yasmine n'étaient plus mariés. 28 ans de travail, 23 ans de mariage,
18 mois de trahison, tout était résumé dans un document de 3 pages. Je suis retourné vivre dans la maison. Elle n'abritait plus les mêmes souvenirs amers. Je l'avais fait entièrement nettoyer. J'ai changé les meubles dans certaines pièces, j'ai repeint les murs, je les transformais en quelque chose de nouveau, quelque chose à moi. Un après-midi, 2 mois après le divorce, j'étais assis dans le jardin à prendre un café quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Par curiosité, j'ai décroché. César? C'était une voix de femme. Pas Yasmine. Quelqu'un d'autre. Oui. Qui est-ce? C'est Iris. L'ex-femme de Mathias. Je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais j'avais besoin de t'appeler. J'avais besoin de m'excuser. T'excuser pourquoi? Tu n'as rien fait. J'aurais dû savoir. J'aurais dû voir les signes. Peut-être que si j'avais été plus attentive. Si j'avais remarqué quelque chose, j'aurais pu te prévenir. Iris, ce n'est pas de ta faute. Ils ont été prudents. Ils ont trompé tout le monde. Il y a eu un silence. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé pour tout ce que tu as traversé, et que j'admire la façon dont tu l'as géré, dont tu ne t'es pas laissé détruire. Merci, Iris. Ça compte beaucoup pour moi. Nous avons raccroché. Je suis resté à regarder le jardin alors que le soleil se couchait. La vie continuait. La douleur était toujours là, mais chaque jour, elle devenait plus petite, plus gérable. J'avais perdu une épouse et un meilleur ami, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, ma dignité, mon avenir, ma paix. Et ça, en fin de compte, valait plus que tout. 6 mois après le divorce, ma vie avait trouvé un nouveau rythme. Un rythme que je n'aurais jamais imaginé, mais qui me plaisait étonnamment. Je me réveillais quand je le voulais, je prenais mon petit déjeuner en paix, je lisais le journal sans interruption. Des petites choses que je prenais pour acquises, et que j'appréciais maintenant profondément. La maison ne ressemblait plus à un musée de souvenirs douloureux. Je l'avais complètement transformée. De nouveaux meubles, de nouvelles couleurs sur les murs. J'ai même adopté un chien, un labrador doré que j'ai appelé Bruno. Il m'accueillait chaque après-midi avec une loyauté que les humains semblaient incapables d'offrir. Salvador venait souvent me rendre visite. Nous nous étions rapprochés après tout ce que nous avions traversé ensemble. « As-tu des nouvelles d'elle » m'a-t-il demandé un après-midi pendant que nous buvions une bière dans le jardin. Aucune, et je préfère que ce soit ainsi. J'ai entendu dire qu'elle a déménagé dans une autre ville. Quelque chose à propos de recommencer à zéro là où personne ne la connaît. Logique. Ici, tout le monde sait ce qui s'est passé. Et Mathias, son entreprise a fait faillite il y a 2 mois. Il a perdu la plupart de ses clients. Iris a gardé la maison lors du divorce parce qu'elle a pu prouver que cette liaison a affecté sa santé mentale. Il vit dans un petit appartement et travaille pour une entreprise lambda. En gros, il a dû recommencer à zéro. J'ai bu ma bière en pensant à l'ironie. Ils avaient prévu de vivre une vie de luxe avec mon argent. Maintenant, je vivais confortablement et paisiblement, tandis qu'il luttait pour survivre. « As-tu déjà regretté la façon dont tu as géré ça » a demandé Salvador. Je veux dire, regrettes-tu de ne pas les avoir confrontés dès le début? De ne pas avoir fait une scène? Oui. J'ai réfléchi à cette question de nombreuses fois. La vérité, c'est que non. Si j'avais réagi sous le coup de l'émotion, si je les avais confrontés ce jour où j'ai entendu la conversation, j'aurais perdu. Elle aurait changé de stratégie. Elle aurait déplacé l'argent avant moi. Elle aurait préparé une meilleure défense. Mais j'ai agi avec la tête froide, avec stratégie. Et c'est pour ça que j'ai gagné. De sages paroles, mon frère. Letty était aussi devenue une bonne amie. Nous dînions ensemble toutes les 2 semaines pour prendre des nouvelles. Ce soir-là, nous étions dans un restaurant italien du centre-ville. « Comment se passe ta nouvelle vie de célibataire » a-t-elle demandé avec un sourire. Calme. Peut-être ennuyeuse, mais c'est une paix dont j'avais besoin. As-tu pensé à faire de nouvelles rencontres? Non, pas encore. J'ai besoin de temps. J'ai besoin d'avoir de nouveau confiance en les gens. Elle a hoché la tête avec compassion. Je comprends. Mais César, ne laisse pas ce qu'elle a fait te fermer à l'amour.
Les gens ne sont pas tous comme Yasmine. Je sais. Rationnellement, je le sais. Mais le cœur met plus de temps à comprendre. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai repensé à ces mots. J'avais 50 ans, toute la vie devant moi. 5,5 millions de dollars qui me permettaient de faire ce que je voulais. Voyager, monter une entreprise, simplement exister sans souci. Mais plus important que l'argent, il y avait la leçon que j'avais apprise. Une leçon qui m'avait coûté 23 ans et un mariage détruit pour être comprise. Les gens peuvent mentir. Ils peuvent trahir. Ils peuvent jouer la comédie pendant des années en feignant des sentiments qu'ils n'ont pas. Mais quand vous découvrez la vérité, vous avez deux options, réagir sous le coup de l'émotion, ou agir avec stratégie. L'émotion est satisfaisante sur le moment. Crier, pleurer, confronter. Tout cela donne un soulagement immédiat, mais éphémère. La stratégie, en revanche, exige de la patience. Elle exige du contrôle. Elle exige d'avaler sa douleur et d'agir avec une froideur calculée. J'ai choisi la stratégie. Et cette décision a tout changé. 1 an après le divorce, j'ai finalement décidé de faire le voyage dont j'avais toujours rêvé, l'Europe. 2 mois à visiter des villes que je n'avais vues qu'en photo. Paris, Rome, Barcelone, Amsterdam. Chaque ville était une nouvelle expérience. Chaque jour était une aventure. Dans un café à Paris, j'ai rencontré une femme. Elle s'appelait Claire. Elle était française, professeure de littérature, divorcée également. Nous avons parlé pendant des heures de livres, de la vie, de seconde chance. « Qu'est-ce qui vous a amené à Paris ?» m'a-t-elle demandé. J'apprends à revivre. Ah, un compagnon de route alors. Je suis aussi dans ce processus. Il ne s'est rien passé entre nous. C'était juste une conversation agréable avec une personne intéressante. Mais quand je lui ai dit au revoir, j'ai réalisé quelque chose d'important, mon cœur avait commencé à guérir. Je suis rentré à la maison 2 mois plus tard, renouvelé. Bruno m'a presque renversé d'excitation quand j'ai ouvert la porte. La maison semblait différente. Elle ressemblait à un foyer. Mon foyer. Salvador et sa femme m'ont invité à dîner cette semaine-là. Pendant que nous mangions, il a levé son verre. Un toast à mon ami César. Pour son intelligence, sa patience et sa victoire. À la stratégie sur l'émotion, a ajouté sa femme. Nous avons trinqué. Et à ce moment-là, entouré de vrais amis, j'ai réalisé que j'avais gagné plus que je ne le pensais. Je n'avais pas seulement protégé mon argent. J'avais protégé ma dignité, mon avenir, ma tranquillité d'esprit. Yasmine avait voulu me détruire. Mathias avait voulu me trahir. Ils avaient tous les deux prévu de me laisser en ruine pendant qu'ils vivraient la vie que j'avais construite. Mais ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils ont sous-estimé quelque chose de fondamental, la patience l'emporte sur l'impulsion. La stratégie l'emporte sur l'émotion. Et l'intelligence l'emporte toujours sur la trahison. Aujourd'hui, assis dans mon jardin par un après-midi tranquille, avec Bruno à mes pieds et un livre entre les mains, je peux honnêtement dire que je suis heureux. Pas de la façon dont je l'imaginais il y a 2 ans, quand je croyais encore en mon mariage, mais d'une manière plus profonde, plus réelle. J'ai perdu une femme qui n'a jamais vraiment été la mienne. J'ai perdu un ami qui n'a jamais vraiment été mon ami. Mais j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, je me suis retrouvé. Et j'ai appris la leçon la plus importante de toutes. Quand vous découvrez que quelqu'un prévoit de vous détruire, ne réagissez pas. Ne criez pas. Ne confrontez pas. Prenez une grande inspiration. Restez calme. Et construisez votre stratégie en silence. Parce que la meilleure vengeance n'est pas celle qu'on voit venir. C'est celle dont ils ne se sont jamais doutés. C'est celle que vous exécutez avec une précision chirurgicale pendant qu'ils pensent être en train de gagner. C'est celle qui les laisse sans rien pendant que vous repartez avec tout. Ce ne fut pas facile. Ce ne fut pas rapide. Mais au final, chaque seconde de patience en valait la peine. Chaque moment de douleur ravalé en silence. Chaque nuit à faire semblant que je ne savais rien. Parce que maintenant, je suis là. Libre, en paix, avec mon avenir assuré et ma dignité intacte. Et eux sont là-bas. Séparés, ruinés, avec leur réputation détruite et leur avenir incertain. Justice ? Peut-être. Karma ? Sûrement.
Mérité? Absolument. La vie m'a appris que toutes les batailles ne se gagnent pas par la force. Les plus importantes se gagnent avec l'intelligence, avec la patience, avec la capacité de contrôler ses émotions quand tout en vous a envie d'exploser. J'ai reçu une prime de retraite de 5,5 millions. J'ai couru pour le dire à ma femme. En ouvrant la porte, j'ai découvert sa trahison. Et à ce moment-là, au lieu de laisser cela me détruire, j'ai décidé de les détruire. Pas avec de la violence, pas avec un scandale, mais avec stratégie, avec patience, avec intelligence. Et cela a marché. Alors, si jamais vous vous retrouvez dans une situation similaire, souvenez-vous de ceci, lorsque vous découvrez la pire trahison de votre vie, ne réagissez pas, agissez, planifiez, exécutez. Parce que la véritable victoire n'est pas de les faire souffrir. C'est de s'assurer que, pendant qu'ils tombent, vous restez debout. Et moi, je suis toujours debout, plus fort que jamais.